à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce live Iconoclast dans lequel nous allons parler d'hypercroissance avec Jérémy Goyot de chez Spendesk. Bonjour Jérémy. Salut Mathieu. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Aujourd'hui, on va essayer de parler d'hypercroissance en revenant sur le succès de Spendesk et notamment répondre à la question comment rester une organisation efficace comme au jour 1, voire plus qu'au jour 1, malgré une hypercroissance. Donc pour ça, on va revenir sur les clés de la réussite Spendesk. Jérémy va nous en parler. On va aussi voir comment construire une growth team qui fait de la croissance, qui fonctionne, puisque le succès repose aussi sur l'équipe. Et on va terminer sur plutôt du concret. Donc les dernières expérimentations growth en 2020 qui sont à l'agenda de Jérémy. On va se laisser 35-40 minutes max. Ensuite, on laissera un peu de temps pour les questions-réponses. Et je co-anime ce live avec Sacha, qui est en ce moment en train d'accepter tout le monde. Hello tout le monde. Hello Sacha. Sacha, il est Growth Manager chez Iconoclast, donc il connaît bien le sujet et il va essayer de répondre à un maximum de questions sur le chat. Vous pouvez les poser pendant le live, sachant qu'il gardera celles qu'on ne peut pas prendre dans le flow pour la fin, pour les 20 dernières minutes. Et voilà, si ça vous va, on va se lancer. Je vais d'abord laisser Jérémy se présenter. Salut à tous, en tout cas, impatient de répondre à toutes vos questions. Jérémy, aujourd'hui, Head of Growth chez Spendesk. Donc Spendesk, on est une startup basée à Paris. On aide les entreprises à mieux gérer les dépenses au travail, que ça soit pour supprimer les notes de frais, que ça soit payer vos paiements fournisseurs ou gérer vos abonnements. On permet à simplifier le point le plus complexe dans les entreprises, qui est gérer l'argent. Et donc, on le fait ça avec aujourd'hui 2000 clients partout en Europe, 40% en France, le reste en Europe, et on est en train de se lancer aux États-Unis. Quelques chiffres sur Spendesk. Donc, on a commencé en 2016. On a été lancé par eFounders, qui est un startup studio, une startup qui lance des startups comme Aircall, Front ou Slide. Et depuis 2016, on a bien grossi. Donc, on est passé de 4 en 2016 employés à aujourd'hui 250. On est passé de 10 personnes qui n'étaient pas prêtes à payer notre solution à 2000 clients, que ça soit de start-up à grands groupes qui utilisent aujourd'hui Spendesk. Et on a la chance maintenant d'avoir 4 bureaux dans le monde entier. Bon, certains sont fermés actuellement, mais on a 4 bureaux au travers, à la fois à Paris, Londres, Berlin et San Francisco. Donc moi, en 2016, quand je les ai rejoints en tant que premier employé, du coup, on fait un peu… on est un peu au four au moulin, donc c'est-à-dire qu'on fait à la fois de la prospection le lundi, du marketing le mardi, du support client le jeudi. Et aujourd'hui, j'ai monté 2 équipes. Donc la première, qui est l'équipe Growth, où on est spécialisé aujourd'hui sur la data intelligence, et on rentrera dans les détails sur ce qu'on fait au quotidien. Et la deuxième, depuis maintenant 1 an, je suis basé à San Francisco, où on lance Spendesk aux États-Unis, donc avec une aventure un peu plus proche de lancer une société, un peu plus proche du début. Et donc, je serai aussi pertinent pour répondre au lancement d'une société, la recherche du product market fit, les itérations, que ça soit d'une post-série B à une startup early stage. Merci beaucoup, Jérémy. Du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Tu as commencé à l'aborder. Tu es arrivé, vous étiez 4. Et du coup, est-ce qu'on peut revenir sur les clés de la réussite de Spendesk à travers l'envers du décor de la croissance? Ouais, déjà, réussite, on est loin d'avoir réussi encore aujourd'hui. Je pense qu'on n'a pas raté pour le moment. Donc, on a passé les différentes étapes. Mais pour nous, la réussite, c'est vraiment de faire une boîte cotée en bourse. Donc, ça, c'est notre objectif premier. Je pense qu'on doit être à 30% de l'objectif qu'on s'est fait. Donc, c'est vrai, quand on regarde le chemin parcouru, ça fait plaisir. On voit qu'on est en train de réussir. Mais je tiens à dire qu'aujourd'hui, il n'y a rien de réussi et on n'est qu'au début du chemin. Et chaque nouvelle année nous le prouve plus que d'habitude. On prend un peu pour reprendre ta question en 2016, les différentes étapes. En 2016, il y a la première étape que vous devez maintenant un peu connaître, c'est on ne sait pas qui est les personnes qui achètent notre produit et on ne sait pas pourquoi elles achètent et comment elles l'utilisent. Donc, en fait, au tout début, il y a ces 3 grosses hypothèses à répondre. C'est de trouver qui sont les personnes qui ont envie d'acheter notre solution, comprendre le pourquoi et derrière, savoir comment elles vont l'utiliser. Donc, il y a vraiment cette première étape qui est plus ou moins longue en fonction de quand on lance une société. Mais c'était ça le focus du début. Et nous, comment on l'a matérialisé, c'était le nombre d'entreprises qui utilisaient notre solution. Donc, on se mettait un objectif, que ce soit au mois, au semestre ou à l'année. Et on se disait, voilà, sur les 6 premiers mois, il faut qu'il y ait 70 entreprises qui utilisent Spendesk pour comprendre. Et donc, la top priorité, on n'avait que ce chiffre-là
Je me rappelle, on avait des tout petits bureaux partagés à cette époque-là et on avait un seul tableau blanc et il y avait ce chiffre-là et on venait rayer les 70 chaque fois qu'on rentrait une société et n'importe qui de l'entreprise pouvait citer les 70 premiers clients, même jusqu'à 300. Donc, c'était vraiment ça le début de 2016 avec des anecdotes un peu du early stage, mais que ça soit le CEO ou moi-même, on faisait tous du support client. Donc, par exemple, moi, le lundi après-midi, j'étais responsable de faire le support client. Et c'est là aussi où on apprend plein de choses. C'était aussi des jobs beaucoup plus larges. Donc, par exemple, ce qu'on utilise un peu, le full stack sales, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y avait des personnes qui étaient en charge de créer des nouveaux clients, que ce soit de trouver des entreprises à contacter, de les contacter, de les closer, de s'assurer qu'elles soient bien onboardées. Donc, on avait aussi des jobs qui étaient beaucoup plus différents d'aujourd'hui sur une société de plus de 200 collaborateurs où on va être beaucoup plus spécialisé. Est-ce que ça répond à ta question, Mathieu? Ouais, clairement, clairement. Merci, c'est hyper intéressant. Surtout l'idée de full stack sales et l'idée de faire du support client c'est la seule manière en fait d'apprendre réellement, de détecter les signaux faibles et d'apprendre les vrais besoins clients, surtout au tout début de l'aventure. Et du coup, moi, ce qui m'intéresse aussi, tu faisais du support client et tu apprenais plein de choses sur eux. Et du coup, c'est quoi les stratégies de growth que tu as mis en place en termes de levier, outbound, inbound, tout au début? Ouais, pour revenir, moi, il y a quelque chose qui m'est cher. Je ne peux pas travailler pour une société où j'utilise pas le produit. Donc, c'était aussi un critère. Chez Spendesk, tous les employés de la société ont un compte Spendesk puisqu'on est tous amenés à dépenser de l'argent de la société, que ce soit pour inviter un client autour d'un café, lancer une nouvelle publicité sur Facebook Ads ou acheter un événement, participer au Web Summit. Donc, en fait, ça, c'était HR. Donc, on était déjà les premiers utilisateurs. On a toujours une version alpha de Mhm. Spendesk pour les bons et les mauvais côtés, mais on a une version alpha aujourd'hui de l'application et du service. Donc ça, c'était quelque chose où déjà en tant que growth, en tant que sales, on est expert de notre solution parce qu'on l'utilise au quotidien. Donc ça, c'est vraiment une vraie force Mhm. des business comme Spendesk ou d'autres aujourd'hui business SaaS ou des business B2C par ailleurs. Sur un peu, si on reprend la stratégie, le growth, globalement, c'est augmenter le revenu de la société. On a commencé en 2016 avec Romain et Nicolas qui étaient les deux premiers sales de la société. Euh, le seul moyen qu'on avait à cette époque-là pour générer des clients, c'était on trouvait des personnes qui étaient connectées à des gens qu'on était connectés sur LinkedIn, donc un peu ces secondes relations. Donc, par exemple, tous les CFO qui étaient connectés avec notre CEO, tous les CFO qui étaient connectés avec nos premiers clients à nous. Et on les contactait de manière très directe par email et on leur disait, vous avez besoin de nous. Donc, c'est ce qu'on appelle un peu l'outbound, c'est le fait d'aller chercher les gens, de la prospection. Et c'est cette stratégie qu'on a fait au début, qui est loin d'être la plus efficace. Et je pense que beaucoup de sociétés se seraient arrêtées, ou beaucoup de sales auraient arrêté d'envoyer les emails. Mais nous, on avait 100 personnes, il y en avait peut-être 2 ou 3%, allez un peu plus, qui répondaient à nos emails. Ces personnes-là, on leur présentait notre solution, elles étaient intéressées, elles s'inscrivaient, elles utilisaient la solution. Et là où peut-être beaucoup d'autres auraient vouloir trouver un channel, donc un moyen de plus productif, avoir des taux de réponse de 20%, avoir le paid qui marchait d'un côté. Nous, on s'est focalisé sur une seule chose qu'on savait faire et qui avait du résultat. Et en fait, mois après mois, on savait exactement combien de clients on allait chercher. Et donc aujourd'hui, les 300 premiers clients de Spendesk sont tous venus de cette stratégie-là, c'est-à-dire d'identifier des entreprises qui étaient plus ou moins proches de nos clients, de les contacter, de leur présenter la solution et de répondre là-dessus. Donc, on s'est focalisé sur une seule stratégie. Pourquoi on l'a fait? La première, parce qu'on était nul en inbound, donc un peu l'opposé, c'est-à-dire écrire du contenu pour que les collaborateurs viennent. Il y a des entreprises, et vous devez tous les connaître, qui sont meilleures que nous. On n'avait pas ces profils-là, ce n'était pas dans notre ADN. On ne savait pas le faire. Donc, plutôt que d'essayer d'investir là-dessus, on s'est focalisé sur ce qu'on savait faire. Et le deuxième, c'est plutôt qu'on est sur un nouveau product catégorie. C'est-à-dire qu'on est sur un marché d'équipement. C'est aujourd'hui, les gens, ils n'ont pas de solution. Ils n'ont pas de spend management. Ils n'ont aucune solution qui leur permet de gérer toutes leurs dépenses. Donc, on a été obligé d'aller voir les personnes qui sont les directeurs financiers pour évangéliser sur la problématique, pour leur expliquer pourquoi ils avaient besoin de notre solution, quels étaient les avantages, quels étaient là-dessus. Donc, ça, c'est le marché d'équipement qu'on peut comparer plutôt au marché de replacement. Aujourd'hui, quand PayFit s'est lancé sur le marché, tout le monde avait déjà une fiche de paye. Donc, ils sont arrivés sur le marché avec une meilleure approche, une approche sur le prix, sur le bénéfice ou autre, mais les personnes savaient déjà qu'il était un outil de génération de fiches de paye. Nous, en fait, on a dû créer ce besoin auprès des directeurs financiers et c'est pour ça que l'outbound était le résultat le plus rapide, puisqu'une fois qu'on a la personne en face à face, ben, on a 30 secondes ou 30 minutes pour le convaincre
qu'il a un problème et qu'on est la meilleure personne pour l'aider à le résoudre. Mhm. Ok. Et est-ce que tu segmentais au début ou tout le monde, les 300 premiers clients, en fait, vous faisiez de l'onbound et il n'y avait pas forcément de segmentation, c'était trop tôt? Non, au début, on avait en permanence, en fait, qu'est-ce qu'est la segmentation déjà? C'est de se dire, est-ce qu'il y a des gens qui se ressemblent? Donc, on avait toujours cette question de chaque fois qu'on rentrait un client, on essayait de se dire, il est proche de qui? Est-ce qu'il est proche de Webedia? Est-ce qu'il est proche de Payfit? Est-ce qu'il est proche du plombier qui nous utilise? Donc, on avait un peu ce réflexe-là à chaque fois de catégoriser un peu nos clients qui rentraient. Et derrière, ça nous inspirait de où est-ce qu'on va aller chercher les sociétés. On s'est très vite rendu compte que les entreprises qui avaient levé des fonds avaient besoin de Spendesk et étaient prêtes à acheter Spendesk plus rapidement que les autres parce qu'ils connaissaient la tech, ils connaissaient nos équipes, ils étaient aussi prêts à utiliser un outil qui était loin d'être abouti en 2016. On devait avoir 2 ingénieurs, aujourd'hui on doit en avoir 75. C'était pas du tout le même produit. Donc du coup, on voulait aussi des gens qui étaient prêts à prendre ce risque, de prendre une solution qui n'était peut-être pas aboutie, de miser sur une équipe, de miser sur des gens qui allaient les aider à résoudre ce problème-là. Donc au début, on se focalisait sur la tech. La tech en France, ça va très vite. Donc on a commencé après à voir les agences. Et la force de Spendesk, c'est qu'on a très vite été à l'international. Donc dès le début, on avait le site internet en anglais. On a commencé à vendre en Angleterre. On a commencé à vendre en Allemagne. Et on s'est très vite retrouvé avec un peu des utilisateurs partout en Europe. Je me rappelle d'une petite anecdote quand on était chez eFounders. Je pense qu'on a envoyé un communiqué de presse comme quoi Spendesk est maintenant disponible en Autriche. Donc nous, on était disponible partout en Europe, de par les accords qu'on a avec Visa et Mastercard et de par l'euro, la devise unique. Ben, on était disponible dans tous les pays d'Europe. Pas aux États-Unis, pas en Afrique ni en Asie, mais on était disponible en Europe. Et dès qu'on avait un sign-up, donc dès qu'on avait quelqu'un qui s'inscrivait dans un des nouveaux pays, on envoyait un article à Madines sur les réseaux et ainsi de suite. Et on avait l'impression qu'on ouvrait un pays chaque semaine. Bon, c'est un peu ridicule a posteriori, mais ça nous faisait bien kiffer à l'époque de se dire, de regarder la carte et de voir qu'on avait 30 clients un peu partout en Europe. Mais ça a été une force. Et pour la petite anecdote, on a traduit l'application Spendesk, donc la version mobile et la version desktop, uniquement en fin 2018. Donc presque Ok. 2 ans après le lancement, où en fait là, c'était plutôt en France où on se commençait à se confronter à des gens où Google Traduction a parfois des limites et ne permet pas de traduire son produit entièrement. Et donc, on avait des gens sur la comptabilité ou autre qui étaient bloqués. Et donc, on a mis 2 ans après à traduire en français. Mais c'était aussi direct dans notre état d'esprit où on voulait avoir toute l'Europe et on veut avoir le monde entier aujourd'hui. Soit tu nous achètes, soit tu as quelque chose d'autre. Mais aujourd'hui, on veut conquérir le marché. Et donc, ça s'est matérialisé. Alors, très vite, on contactait des gens ou au UK ou en Allemagne. Ok. Ok. Super intéressant. Et à un moment donné, j'imagine que vous avez switché, vous avez activé un autre levier. Vous êtes passé à autre chose que du pur outbound par email. Si oui, enfin, c'est sûr que oui. Lequel et à partir de quand t'as touché des limites avec cette Ouais, stratégie? très vite. Nous tes investisseurs te le rappellent sur le modèle outbound. Tout le monde le sait. C'est un modèle qui coûte cher et qui n'avait jamais été prouvé. Donc aujourd'hui, on a un peu évangélisé ça puisque nous, on a réussi à prouver que ce modèle-là peut être viable avec un ROI sur le modèle d'aller prospecter. Mais très vite, on savait que ça allait avoir des limites. Tu vois, à l'époque, on devait rentrer 10 clients par mois grand max. Aujourd'hui, on est plutôt sur proche du 300, 400. Ben, on savait que ça allait bloquer au bout d'un moment. Donc, ce qu'on a misé, on a misé sur tout ce qui est le cherche. Donc, c'est aujourd'hui tout ce qui est SEO. Donc, c'est les gens qui ont des questions et qui vont les poser à notre ami Google aujourd'hui. Il y a 2 manières de les capturer. Il y a la manière gratuite, donc en proposant du contenu, tout ce qui est SEO, et il y a la manière payante avec le SEM, c'est-à-dire qu'on a commencé à investir sur certains mots-clés comme là-dessus. Donc, je vous invite tous à googler aujourd'hui note de frais dans Google. Si vous êtes en France, vous verrez qu'on trust la majorité des premières positions. Et on a un périphérique assez large de mots-clés aujourd'hui où si les gens cherchent un problème que Spendesk résout, ils tombent chez nous et on est les meilleurs pour les servir. Ok. Et ça, c'est plutôt un boulot de long terme. Ça se met pas en place du Ça, jour au c'est lendemain. Donc, vous avez fait du contenu pour le coup là, pour exactement. petit à Donc, petit. il y a plusieurs, si on prend l'algorithme Google de manière un peu simple, il y a d'abord, c'est qui vous êtes aujourd'hui, parce que quand, par exemple, Booking met un résultat d'hôtel, il est beaucoup plus légitime que n'importe qui. Donc, il y a ce qu'on appelle le domain authority. Donc, ça a pris du temps. Ça a pris du temps pour que, au niveau de Google, Spendesk soit une marque et soit quelqu'un de cohérent pour parler de sujets. Ça a Donc, il y mis a eu la combien de domaine temps authority. à payer à peu près? Même En fait, ça si dépend parce rien que n'est comparable, mais bien sûr. on dit souvent ça prend 6 mois de voir un peu des résultats là-dessus. Après, la domaine authority, ça prend du temps. Tu vois, aujourd'hui,
on est, par exemple, quand tu tapes note de frais, tu prends tous les autres sites, on est les meilleurs en termes pour Google parce que on a eu des articles dans beaucoup de médias, on est passé sur BFM TV, donc on a aussi créé tout ce qui est lien. On ne va pas rentrer dans le SEO trop dans le détail, mais on a du trust. Google nous reconnaît comme une personne cohérente pour ça. Deuxième, il y a les mots-clés qu'on va chercher. Donc, en fait, c'est est-ce qu'on s'est positionné sur des mots-clés qui étaient proches de Spendesk. Et donc, c'est pour ça qu'on n'a pas été, par exemple, sur outils en remote, qu'on n'a pas été sur des mots-clés trop éloignés. On s'est focalisé sur des mots-clés où il y avait déjà pas beaucoup d'acteurs positionnés et où on était cohérent derrière pour se positionner. Donc, c'est là-dessus qu'on a fait. Et la troisième partie, c'est être sûr que quand il y a derrière ces mots-clés, ben derrière, on peut capturer la personne. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle va taper son mot-clé, ben elle va avoir assez de contenu sur notre site internet pour soit avoir envie d'essayer notre solution, soit pour rester dans la base de données. Donc, ça a été un peu ces différents aspects sur la partie SEO. Et si on prend aujourd'hui, on doit avoir 40% à ce jour sur les opportunités qu'on doit générer ce mois-ci, 40% qui viennent de l'outbound, donc toujours notre modèle de prospection aujourd'hui. On doit avoir 35 sales, donc des BDR, des personnes qui vont faire de la prospection. De l'autre côté, on a le SEO qui doit ramener le cherche, SEO, SEM, qui doit ramener aussi 30%. Et derrière, on va avoir le bouche à oreille. Aujourd'hui, on a plus de 100 000 utilisateurs sur la plateforme Spendesk. Donc, il y a un effet de bouche à oreille. Et derrière, il y a aussi les partenariats. Donc, on a la chance aujourd'hui d'aider des cabinets d'experts comptables, d'aider des directeurs financiers à temps partagé. Et donc, ces personnes-là vont implémenter Spendesk pour nous. Donc, c'est un peu la répartition de notre modèle d'acquisition aujourd'hui. Ok, super. Ça fait le pont avec le sujet team que je voulais aborder après. Mais avant, on a parlé de growth et de stratégie et de levier. La growth, donc générer de la croissance, c'est aussi parfois être créatif. Et je sais que, surtout au début de l'histoire, il y a eu quelques hacks assez intéressants. Peut-être que tu peux les partager, notamment sur des salons, Ouais, non, SaaStock, City Attack. c'est, c'est assez marrant parce qu'on attend toujours ça de nos métiers. On sait qu'on est créatif, on l'assume. Et c'est toujours ce que les gens adorent, voir ces petits expériments. Si on prend un peu sur la longueur, c'est quand même minoritaire aujourd'hui. C'est Ouais. la croissance d'Espanesque et le succès ne se base pas sur ces petits hacks ou ces petites campagnes qui ont généré des milliers de leads, mais se base vraiment sur une stratégie un peu de long terme. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'entreprises qui essayent de tester des hacks et d'utiliser rien que ce mot-là pour aller chercher. C'est pas ça qui va vous construire une société, mais je suis ravi de partager un peu les idées créatives pour aider les gens à avoir d'autres idées. Donc, il y a un salon, je pense, un exemple qu'on a en tête, c'est un salon qui s'appelle SaaStock, donc qui est à destination des éditeurs de logiciels en Europe, qui est basé à Dublin. On n'avait pas beaucoup d'argent à cette époque-là, donc on ne pouvait pas se payer un stand sur ces salons qui coûtent entre 10 et 20 000 dollars. Donc, on s'est dit, on va quand même aller au salon et on va trouver un moyen un peu créatif de faire parler de nous. Et donc, on a eu quelques idées. La première, ça a été, on a la chance chez Spendesk d'avoir des cartes de crédit avec une couleur assez visuelle, le violet. Et donc, on a créé des cartes de crédit géantes qui faisaient de mémoire 1,50 m. Et tous nos sales, tous les commerciaux de Spendesk portaient une carte de crédit géante dans les mains. Et donc, on peut imaginer dans le salon, vous voyez 3-4 cartes de crédit passer. En plus, c'est un objet qui attire l'œil, globalement, une carte de crédit. Donc, on avait cette première stratégie qu'on a couplée avec où chaque sales qui avait une carte de crédit dans la main avait aussi un routeur Wi-Fi dans le dos. Donc, il avait un routeur Wi-Fi. Je pense que vous avez tous participé à un événement. Le Wi-Fi, ça marche jamais. Quand tu vas à Vivatech ou autre, tu es quand même 3000 personnes dans un sous-sol, ça marche jamais le réseau Wi-Fi. Pourtant, les gens cherchent. Et donc, du coup, quand tu ouvrais ton iPhone, que tu cherchais un réseau Wi-Fi, tu avais SaaStock Free, donc le réseau Wi-Fi gratuit, en fait, qui était contrôlé, enfin, qui était nous, où on avait changé le nom. Et du coup, tu cliquais sur ce réseau Wi-Fi et tu arrivais sur une landing page personnalisée, donc une page qui t'expliquait Spendesk et qui t'organisait un jeu concours et qui disait si tu trouves les personnes avec les cartes géantes, tu peux gagner une carte de crédit avec 100 à 1000 euros dessus. Et donc, en fait, on avait des gens qui allaient sur cette page directement, qui donnaient leur numéro de téléphone et ou leur adresse email et qui après allaient surtout taper sur l'épaule de nos sales qui n'avaient pas de stand, donc qui tournaient en rond dans les bureaux. Et nos sales passaient, mais ils ont dû pitcher 300 à 400 fois par jour, en fait, parce que les gens venaient directement à eux, soit par l'interaction de la carte, soit par le réseau Wi-Fi. Et donc, cet événement-là, on a dû générer de mémoire 900 leads gratuitement, en fait, parce qu'on avait pris des passes pour un salon, donc qui coûte 300 euros au lieu de 10 000 euros. Et comme on était visible et comme on était pertinent, on a eu ce ROI. Donc, ça, c'est un peu un premier hack que j'ai en tête, qu'on a fait dans le passé au début, sans trop de moyens, qui avait eu un vrai ROI. Le deuxième que je peux utiliser, qui est assez simple, c'est chaque fois qu'on avait un nouveau client, on se connectait avec lui sur LinkedIn. Et une fois que vous êtes connecté avec un client sur LinkedIn, vous avez accès à toutes ces connexions. Mais qu'est-ce qu'on faisait? On exportait les connexions. Vous n'avez pas besoin d'outils. Juste aujourd'hui, vous utilisez LinkedIn gratuit. Vous pouvez faire cette fonctionnalité-là.
Et on demandait à la personne, est-ce que tu peux me présenter Bernard et Didier de ton réseau? Et donc, on avait un email systématique pour chaque nouveau client. On allait chercher à la main les clients potentiels qu'on pouvait avoir. On envoyait un message à la personne et on disait, est-ce que tu peux me présenter Didier ou autre? Et vous serez étonné du nombre d'introductions et du nombre de clients aujourd'hui qu'on a généré juste en demandant à nos propres clients, en fait. Je trouve qu'un des taux de mortalité numéro un des startups, c'est en fait, ils sont trop timides avec leurs clients. Ils sont trop timides de manière générale, mais ils n'en demandent pas assez à leurs clients. Vos clients, ils sont prêts à vous donner énormément. Ils sont prêts à review votre pitch deck. Ils sont prêts à vous faire des feedbacks sur votre site internet. Ils sont prêts à vous dire que le pricing est bon ou pas bon. Ils sont prêts à vous aider. Nous, on a des clients qui viennent tous les mois dans nos bureaux, trainer, donc former nos équipes commerciales. Enfin, aujourd'hui, soyez pas timide et allez chercher et allez demander à vos clients. Au pire, ils ne vous répondront pas ou vous diront non. C'est clair. Merci beaucoup, Jérémy, pour le partage. Je voulais passer à une deuxième partie, même si c'est le flow. Comment est-ce qu'on construit Là, on a parlé beaucoup de leviers, de tactiques, de hacks, etc., de stratégies, mais tout ça, ça repose sur une équipe pas timide, d'après ce que j'ai compris, qui ose demander à ses clients, mais plus que ça. Et donc aujourd'hui, toi, comment tu as fait pour construire, en arrivant tout au début de l'aventure, et structurer une équipe de growth qui soit à la fois tech, ambitieuse, performante et qui permette de croître avec les chiffres que tu nous as donnés. Ouais, je réitère sur la timidité. Nous, c'est marrant, on a des loaders personnalisés. Donc, dès qu'on se connecte sur Slack, on a une phrase un peu inspirationnelle. Il y en a une qu'on adore, c'est les vendeurs timides ont des enfants maigres. Et c'est quelque chose qu'on répète en permanence. Aujourd'hui, le premier blocage de croissance de toutes les sociétés, tous les gens qui nous contactent sur LinkedIn ou autre, c'est qu'ils sont timides aujourd'hui. Ils ont un blocage psychologique qui bloque leur business. C'est le problème numéro un à vaincre. Et on pourra parler dans les questions de comment on a vaincu notre timidité avec le cold calling, notamment, qui est l'étape la plus dure. Si on revient sur ta question, nous, le pari qu'on a pris de monter une équipe autour de la prospection aujourd'hui, d'accentuer et de garder aujourd'hui la prospection comme premier channel d'acquisition, il a fallu spécialiser les fonctions. Comme on l'a dit, il y avait des full stack sales, donc des gens qui allaient chercher sur LinkedIn des contacts, qui envoyaient des emails, qui avaient des réponses, qui faisaient des démonstrations et qui onboardaient. On a découpé ça en plusieurs équipes, en fait. Donc, on a la première équipe qui est la data intelligence aujourd'hui, qui est en fait l'équipe growth, ou un peu comme l'exemple d'Amazon aujourd'hui. Donc, par exemple, Amazon a gagné le e-commerce. Ils n'ont pas des livreurs plus rapides. Hein. Ils n'ont pas des camions qui tournent tout seuls à gauche. Ils n'ont pas des meilleurs produits. Ils ont juste gagné avec l'intelligence qu'ils ont mis dans les entrepôts. Ben, nous, c'est la même vision. On s'est dit, il faut mettre plus d'intelligence au début de la chaîne. Il faut qu'on ait une manière plus facile de trouver les entreprises. Il faut qu'on ait une manière plus facile d'enrichir ces entreprises. Il faut qu'on ait une manière plus intelligente de segmenter ces entreprises pour être sûr que le reste de la chaîne va découler. Donc ça, c'est l'équipe growth qu'on a montée et on reviendra sur les profils de cette équipe growth, mais c'est tout ce qui est data intelligence. Identifier qui a besoin de nous et pourquoi les contacter. La deuxième étape, c'est les équipes des BDR. Donc aujourd'hui, c'est les business développeurs, c'est les personnes qui vont être confrontées au marché. C'est le métier le plus noble chez nous parce que c'est eux qui vont être confrontés aux entreprises et qui vont capturer les besoins des entreprises. Donc eux, ils vont prospecter. Derrière, il va y avoir des account exécutives qui sont des personnes qui vont avoir des personnes qui sont intéressées pour découvrir le produit Spendesk ou qui ont un problème à résoudre grâce à nous et qui vont les transformer de quelqu'un d'intéressé à un utilisateur. Et derrière, on va passer sur plutôt la partie Customer Success. Donc, ça va être des personnes qui vont être responsables de l'onboarding, être sûr que ces entreprises vont bien utiliser notre produit et des personnes qui vont être plutôt sur de l'account management pour être sûr que les nouvelles fonctionnalités sont utilisées et pour être sûr que nos clients sont épanouis. Nous, c'est quelque chose qui est hyper important pour Spendesk. On va suivre. Par exemple, quand quelqu'un décide d'arrêter d'utiliser la solution Spendesk, heureusement, il n'y en a pas beaucoup, mais aujourd'hui, il y a un email qui est envoyé à toute la société avec tout le monde en copie qui explique pourquoi cette personne-là va arrêter de payer notre solution. C'est vraiment quelque chose, on veut que les gens restent avec nous pour le long terme, sinon ça prouve qu'on ne délivre pas notre valeur jusqu'au bout. Ok. Est-ce qu'on peut revenir du coup sur les profils? Parce que j'ai l'impression que dans ta team, du coup, tu as vraiment tenu et assumé le fait, par exemple, de recruter des profils dev, enfin plutôt tech, des profils plutôt purement marketeux, mais avec un background tech aussi, des profils plutôt créatifs. Est-ce qu'on peut revenir sur cette… je crois qu'il y a un mix quand même particulier de compétences chez toi, qui était Ouais, donc certainement un pari à la base. ouais, ça a été un pari et je pense que mon CEO l'a vraiment vu comme un pari quand on pourra y revenir quand j'ai demandé à recruter des développeurs. Mais moi, j'avais déjà travaillé dans des équipes marketing dans le passé ou dans des équipes sales et j'avais eu beaucoup de contraintes. J'avais eu beaucoup de limitations.
soit des outils qu'on utilisait n'allaient pas de manière assez poussée, donc j'étais bloqué, soit j'avais des idées que je n'arrivais pas à mettre en exécution. Je passais mon temps à aller chercher les personnes qui étaient en plus dans mon ancienne société dans un autre étage. Donc, j'allais à l'étage des développeurs et je demandais à développer des choses. Dès que je suis arrivé chez Spendesk et quand j'ai commencé à avoir très vite ces problèmes, je me suis dit, il faut recruter des ingénieurs. Donc, ça a pris du temps. La première fois que j'ai dû demander à mon CEO, ça devait être le premier jour que je suis arrivé, je pense. Et ça a mis peut-être un an et demi, en fait, à maturer un peu mon idée et surtout à prouver la valeur à mon CEO que oui, aujourd'hui, un développeur back-end, qui est sûrement la ressource la plus chère de Paris, et qui était aussi la ressource la plus chère pour construire le produit Spendesk, mais qu'on n'allait pas en recruter un sur notre produit core, mais qu'on allait le mettre avec les équipes business. Mais aujourd'hui, c'est un pari qui est successful. J'ai 3 ingénieurs qui sont dédiés au sujet business. Et aujourd'hui, toutes les personnes de mon équipe ont une compétence technique. Donc, c'est-à-dire qu'ils savent coder, soit en SQL pour la partie data, soit ils sont capables de développer quelque chose. Et donc, du coup, ça a été ce pari fort de prendre des personnes qui venaient du business, donc on va dire des personnes qui ont travaillé dans des équipes marketing, dans des équipes sales, de les mettre sur des problématiques growth avec moi et d'aller les faire créer un binôme avec des ingénieurs et qui n'étaient pas des gens qui sortent d'un bootcamp. Je n'ai rien contre les bootcamps, j'ai fait le wagon moi-même, mais je ne suis pas un ingénieur en fait. Je n'ai pas cette compétence de découper un problème et de designer des solutions. Donc, on a été chercher des personnes qui travaillaient dans des équipes back-end, qui travaillaient dans des équipes de data ingénieurs des plus belles startups européennes et on les a fait venir chez nous. On leur a dit, en fait, tu as travaillé sur un produit, ben là, tu vas travailler sur pas vraiment un produit, tu vas travailler sur un processus ou tu vas travailler sur des technologies qui vont aider la boîte à grossir. Et donc, c'est vraiment ce mix entre 3 profils à ce jour, 3 profils ingénieurs, 3 profils marketeux et un profil opérationnel qui s'assure que les deux travaillent bien ensemble et qu'on travaille sur les bons sujets. Okay. Et comment tu vas les chercher, ces gens-là? Puisqu'ils sont Ça, hyper c'est courtisés. Ouais, bien sûr. En fait, donc c'était déjà un job qui n'existait pas. Donc, ça s'appelle le Gross Ingénieur aujourd'hui. Mhm. C'est un job qu'on a créé et je vous invite à, à regarder sur l'URL LinkedIn Gross Ingénieur. Vous allez tomber sur un membre de l'équipe. Mais aujourd'hui, ça a été un job. Je pense que j'étais le premier à faire une offre aujourd'hui à Paris qui était disponible sur Welcome to Jungle du métier de Gross Ingénieur. Heureusement, aujourd'hui, il y en a beaucoup et je suis hyper satisfait pour ça. Et en fait, le pari que ça a été fait, c'est que j'avais pas de budget. J'avais pas de budget à cette époque-là pour aller me staffer des grosses ingénieurs qui seraient aujourd'hui payés entre 50 et 60 k annuels. Donc, en fait, ça a été le pari. J'ai été chercher des profils très jeunes. J'ai été chercher des stagiaires de fin d'études. Et moi, sur mon équipe, j'ai toujours recruté un outbound aussi. C'est-à-dire que je dois regarder 1000 profils par semaine sur LinkedIn et je les ai contactés. Donc, Aurélien, qui est la première personne à avoir rejoint l'équipe grosse, qui est aujourd'hui qui gère tout ce qui est la partie ingénieur chez nous. Ben, Aurélien, en fait, il a reçu un message un dimanche après-midi en lui disant, voilà, j'aime ton profil pour ABC et je veux que tu fasses C chez moi. Et donc, vraiment, j'ai une approche très, très personnalisée. Je pense qu'il était plutôt curieux. Il n'était pas intéressé par le job. Il était plutôt curieux parce qu'il n'avait jamais reçu ce type d'offre. Et une fois que j'ai mangé avec lui et que je lui ai présenté les défis, là, il a compris quel était le potentiel et quel était l'intérêt et pourquoi ces compétences techniques pouvaient vraiment se mixer avec le business. Et qu'est-ce que surtout, ce qu'il faut la poser quand on recrute quelqu'un, il ne faut pas lui dire pourquoi on a besoin de lui. Il faut lui expliquer qu'est-ce qu'il a besoin de nous, en fait, et qu'est-ce qu'il va pouvoir tirer de cette expérience. Et Aurélien, Mhm. qui est un entrepreneur qui montera des sociétés dans le futur, ben aujourd'hui, il avait besoin de comprendre cette vision business et aussi d'utiliser le code dans une vision 360 de la société. Et la chance d'être aujourd'hui d'un ingénieur côté business, c'est avoir cette vision 360 du business. Donc, c'est comme ça que je l'ai convaincu. Ça a été compliqué, mais il a signé. J'ai eu de la chance de faire un très bon recrutement dès le début. Et donc, on a, je pense, en 2 mois, en fait, prouvé le ROI et on a ouvert d'autres positions. Donc, aujourd'hui, comme je l'ai dit, on a 3 ingénieurs dédiés à l'équipe Growth. On a aussi mis des ingénieurs côté data et aussi côté opération. Aujourd'hui, on est un organigramme un peu plus étoffé. Et OK. Et comment tu fais bosser cette équipe growth qui est très tech avec des sales? Est-ce que tu as mis des KPIs particuliers en place? Parce que pour que la mayonnaise prenne, c'est aussi une autre histoire. Ouais, bien sûr. Donc, le premier, en fait, que ça soit très clair de les forces et les faiblesses de chacun. Donc, en fait, c'est qu'un sales comprenne comment on va l'aider, en fait, quelles sont ses limites et comment un ingénieur va pouvoir l'aider. Et un ingénieur qui comprenne, en fait, le métier de sales et comment il va pouvoir l'aider. Donc, ça a été le premier. Et derrière, sur bien collaborer, ben, en fait, c'est d'avoir des objectifs communs, en fait. C'est que l'ingénieur et le sales travaillent dans la même direction. Donc, par exemple, le nombre d'opportunités, le nombre de contacts prêts à être contactés dans le CRM, le ratio de closing d'opportunités, le taux d'emails qui sont valides ou les emails qui ne sont pas valides. Pas mal de critères où en fait, à chaque fois, c'est des critères qui ne sont pas sales en fait,
qui ne sont pas marketing, qui ne sont pas growth. C'est des critères qui sont compagnie level, en fait. Et c'est là, aujourd'hui, et ça devrait être le métier de tout le monde dans une société, augmenter le revenu de la société. Ce n'est pas uniquement les sales, ce n'est pas uniquement le marketing, ce n'est pas uniquement le growth, c'est la priorité de n'importe qui aujourd'hui. Et donc, en fait, c'est remettre ses objectifs et expliquer en fait à chacun comment il peut impacter ses objectifs. Et donc, à sa manière. Donc, souvent, quand il y a pas mal d'articles sur le sujet, c'est d'avoir un output métrique qui va, par exemple, être le nombre d'opportunités. Et après, prendre chaque personne de la société et lui donner en fait des KPI, des objectifs qui vont lui expliquer comment lui il peut générer des opportunités. Et c'est là où, par exemple, sur un sales, ça va être le nombre d'appels qu'il va pouvoir réaliser cette semaine. Là où un ingénieur, ça va être plutôt le nombre d'entreprises qui vont passer son modèle de lead scoring cette semaine. Donc, on voit la différence des deux côtés, mais les deux vont dans la même direction. Ok. Donc, ils partagent des objectifs et des obligations de résultats, mais ensuite, ils ont des obligations de moyens différentes qu'on peut bien traquer Exactement. à la semaine, au Et mois. après, Ok. et après c'est comme tout dans la collaboration, hein. C'est la communication. Donc, c'est aussi réussir à créer des moments ensemble. On a souvent, et moi je le vois beaucoup dans des sociétés, où il y a par exemple le marketing à un étage, les sales à un autre étage, où il y a le support qui est isolé. En fait, il faut mixer les profils. Donc, il faut les asseoir sur les mêmes desks. Il faut qu'ils participent aux mêmes événements. Donc, nous, de manière concrète, qu'est-ce que c'est? Dans le processus d'onboarding, que tu sois ingénieur, sales ou CRO de la société, tu vas faire des calls clients, tu vas faire des onboarding, tu vas faire du support. Et donc, en fait, c'est les ouvrir sur des nouveaux métiers, sur des nouvelles challenges. Donc, ouais, on a ramené ces ingénieurs qui avaient fait que du produit et qui étaient vraiment un peu assez loin des clients, mais on les a mis en frontal avec des meetings clients, par exemple à la Défense ou dans certains quartiers de Paris. Donc, ouais, ils ont été en prospection et ils ont vu. Et aujourd'hui, ils ont accès aussi à des enregistrements. Donc, tous nos calls chez nous sont enregistrés, les calls de prospection, avec l'accord des sales, des prospects. Et du coup, ils sont à disposition de n'importe qui dans la société pour aller se former, pour comprendre les mots-clés, pour comprendre les problématiques et pour rester en fait dans la tranchée proche des clients. C'est ça le plus gros risque, c'est de plus comprendre ce que font les équipes commerciales et de plus comprendre qui sont nos clients et pourquoi ils achètent notre solution. Ok. Et tes full stack sales aujourd'hui, chez Spendesk, vous êtes quand même Ça, hyper ça tech. n'existe plus. Vous Ça êtes, n'existe plus, les full stack sales. et donc tes sales, puisqu'aujourd'hui vous êtes spécialisés, ils utilisent quels outils? Parce qu'on se dit, vous avez des équipes très tech quand même, et c'est dans l'ADN de la boîte. Est-ce que vous utilisez des outils ultra, peut-être construits en interne, ou juste des outils du marché? Ouais, bien sûr, je pense on essaye de vivant heureux, vivant caché, de les garder pour nous, ces Ok. outils, parce qu'ils pourraient s'arrêter du jour au lendemain. Mais aujourd'hui, oui, on a développé des outils, mais dans une deuxième approche. En fait, on a déjà mis les meilleurs outils du marché. Donc, on a mis Salesforce pour nos sales, on a pris Ok. Sales Navigator pour nos sales, on a mis Salesloft, qui est un outil de prospection pour nos sales. Donc, on n'a pas essayé de réinventer la roue, en fait. Donc, on a Ok. vraiment mis déjà un pilier, et je conseille à tout le monde d'avoir un CRM pour stocker la donnée de ses clients et un outil de prospection qui est fait pour sa chasse. Il y en a plusieurs sur le marché, les plus chers sont les deux que j'ai nommés. Et derrière, on s'est basé là-dessus pour trouver quels étaient les blocages en fait. Et on a toujours cherché une solution sur le marché, une solution pour mieux identifier des sociétés, une solution pour trouver des adresses email et des numéros de téléphone. Et on n'a jamais trouvé une solution qui répondait aux besoins. Donc on a construit, soit de deux manières, soit en connectant plusieurs acteurs. Par exemple, pour l'email, on va prendre tous les outils d'email enrichment aujourd'hui, que ce soit de Hunter, Voilà Norbert, GetEmail, Lusha, People, tous les outils du marché. On les a compilés en un seul pour nos équipes commerciales. Et donc, du coup, ils ont une seule Chrome extension qui leur permet de trouver les numéros de téléphone ou les adresses email. Ça leur fait économiser du temps, des clics, et ça nous permet d'avoir un meilleur retour sur investissement. On a aussi des fonctionnalités où on est parti où les sales perdaient du temps. Aujourd'hui, un sales, il passe son temps à faire du copier-coller, que ça soit ses notes de call, que ça soit d'importer des sociétés. Et donc, en fait, à chaque endroit où le sales faisait beaucoup de copier-coller, on a créé un petit outil qui lui permet de importer directement, par exemple, dans Salesforce, de automatiser cette task. On a souvent une phrase, c'est on aime que le sales appuie 7 fois sur le bouton. Par contre, la huitième, c'est à mon tour d'appuyer. Donc, en fait, on veut que les sales fassent une tâche et que cette tâche, un jour ou l'autre, on l'automatise. Ok. Hyper clair, merci. Le temps file et quand même pour terminer, est-ce que tu pourrais revenir sur tes expériences growth en 2020? Je crois, Jérémy, en fait, que chaque année, tu te mets des défis, en tout cas des expérimentations à mener. Ouais, on se fixe plutôt des objectifs et Ok. derrière, en fait, ça résulte sur pas mal d'expériences. Je peux en montrer une qui est hyper actionnable pour vous. Laquelle je vais montrer. Je pense que je peux partager mon écran du coup, ouais, je pense, non? Alors, je te nomme co-animateur. Vas-y. Normalement, tu vas pouvoir. Là, normalement, c'est bon.
Parfait. Donc là, je vais vous montrer rapidement une slide où en fait, on avait besoin de trouver des informations sur nos clients qu'on n'arrivait pas à trouver. Donc nous, Spendesk, on se connecte au logiciel comptable de nos clients. Et donc, en fait, je vous laisse imaginer que savoir quel est le logiciel comptable utilisé par nos potentiels clients est une donnée hyper importante. Et on ne trouvait pas cette donnée parce que Sage, qui est un des acteurs, ne va pas nous laisser sa base de clients et on ne trouvait pas de manière un peu créative de l'avoir. Et donc, ce qu'on a mis en place, en fait, c'est on a trouvé cette information dans les offres d'emploi. Et au-delà, en fait, on a découvert que les offres d'emploi étaient de l'or pour nous. Donc là, je vous ai mis quelques exemples de responsables comptables où on voit qu'il y a quelques mots-clés qui sont surlignés. Donc là, j'ai bien l'information du logiciel comptable utilisé par la société Odrive. Et j'ai aussi qu'ils sont en train de recruter quelqu'un pour mieux gérer les notes de frais, comme vous l'avez compris, qui est clé pour Spendesk. Donc en fait, on a commencé à s'intéresser aux offres d'emploi et on a creusé de petit à petit sur quelle valeur ça pouvait apporter à notre business. Donc aujourd'hui, ce qu'on fait, on enregistre toutes les offres d'emploi du marché dans tous les pays dans lesquels on opère et on va aller faire analyser le texte pour savoir quelles sont les entreprises qui ont des besoins pour nous. Donc là, je vous ai mis une offre de Smart Printing qui recherche aussi un comptable général et tous les mots-clés en jaune qui ont été surlignés sont des problèmes que Spendesk résout aujourd'hui. Réception et saisie des factures, c'est une fonctionnalité Spendesk. Rapprochement bancaire, c'est la core feature Spendesk. Paiement des fournisseurs, c'est quelque chose qu'on vient de lancer cette année. Et ainsi de suite. Je vous laisse imaginer que cette info-là, quand je la donne à mon sales dans le CRM et que je lui dis, il faut que tu appelles Smart Renting et que tu parles de ça, 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 je vous laisse imaginer le carnage que ça fait derrière. Donc, un exemple un peu concret. Donc, une offre d'emploi qu'on a découvert en juin dernier, et c'est Louis que vous voyez en photo qui travaille sur ce projet-là. On voit qu'ils ont un problème de rapprochement bancaire mensuel et de collecte des factures. 30 jours plus tard, une opportunité est générée par Antoine avec une opportunité à 579 euros. Quelques jours plus tard, la boîte est closée et aujourd'hui achète Spendesk et va payer 859 euros, va avoir 30 utilisateurs, blablabla. Donc, vous voyez bien le fameux outbound et le temps. En 67 jours après l'offre d'emploi, les gens sont devenus utilisateurs Spendesk. C'est une des expériences aujourd'hui qui est actionnable, qu'on soit early stage ou avec une équipe aussi robuste qu'on a chez Spendesk et qui apporte énormément de valeur. Donc, je vous invite tous aujourd'hui à vous poser la question de quelle information est critique pour mon business. Dans notre cas, c'était les logiciels comptables et de trouver un moyen créatif d'aller la chercher. Vous n'avez pas besoin d'acheter une API, vous n'avez pas besoin de coder ou d'utiliser un million de choses. Juste posez-vous la bonne question et allez faire la recherche par vous-même. Et une fois que vous avez trouvé la chose, on peut tout automatiser dans notre quotidien. Et donc, on a été dans cette deuxième phase. C'est une des expériences que j'ai en tête. Ok. Est-ce qu'il y en a d'autres sur 2020 avec dans la phase dans laquelle vous êtes actuellement? J'imagine que maintenant, vous êtes quand même dans pas mal d'expériences d'automatisation ou de traitement de leads qui reviennent. Est-ce qu'il y en a d'autres? Sinon, on passera aux questions. Non, on va faire mieux. On va faire mieux. Je vais vous donner un lien. C'est notre site internet où en fait on présente pas mal d'expériences. Donc, je vous invite à tous googler. C'est growth.team. Le domaine m'a coûté un peu cher, mais en tout cas aujourd'hui on a le site web de l'équipe Growth. Donc, vous pouvez aller sur www.growth.team. Ça reprend un peu tous les éléments que j'ai discutés. On rentre plus en détail et surtout ce qui a de la valeur, c'est en fait vous allez voir les membres de l'équipe, ceux qui font vraiment les solutions et ceux qui implémentent les expériences, qui vont vous présenter dans des vidéos souvent entre 5 et 15 minutes différentes expériences qu'on fait. Il y a aussi la liste de tous les outils qu'on utilise. Il y a la liste un peu de qui on est en fait et ça peut vous donner une vision. Et si vous êtes aujourd'hui gross manager, si vous êtes sales et que vous trouvez qu'il y a ce problème dans votre société, n'hésitez pas à envoyer soit le recording ou soit ce lien directement à votre CEO, votre CMO, votre Head of Sales. Je serais ravi de vous aider à monter une équipe grosse et qu'aujourd'hui, on ait ce mindset dans toutes les plus belles entreprises françaises. Merci Jérémy. En fait, ça y est, là, vous faites vraiment du contenu et de l'inbound du coup maintenant. Voilà, c'est du Là, pour nous-mêmes. Là, c'est au top du top. Merci d'avoir partagé ça. Je ne savais pas du tout que vous aviez growth.team. C'est top. Je vais aller voir. Sacha, je vais te laisser la main. On arrive un petit peu au bout de la partie animation. Yes, il y a eu pas mal de questions dans le chat. Du coup, je vais te les poser, Jérémy. Ouais. Donc, la première, c'était la question de Arnaud qui disait, concernant la politique de recrutement de Spendesk, est-ce que tu pourrais segmenter les vagues successives des rentrées de collaborateurs, c'est-à-dire genre les juniors, les seniors, les sales, etc. Ouais, pour reprendre, je pense que les critères
sont devenus de plus en plus durs, pour être transparent avec vous. Je pense qu'aujourd'hui, on doit recruter 0,1% des candidatures qu'on doit avoir chez Spendesk, et que tu sois stagiaire à CRO, qui est le poste le plus élevé de la société, tu vas te taper les mêmes 8 étapes et tu vas te taper le même process. Tu as beau être CTO dans je ne sais pas quelle boîte de Paris, tu vas faire un test technique chez nous. Donc ça a été déjà la première règle, de mettre un processus très tôt et de garder le même aujourd'hui. Que tu sois rentré chez Spendesk en 2017 ou en 2020, tu es passé par les mêmes étapes, tu as été testé de la même manière et tu corresponds aux mêmes valeurs. Donc ça, c'est la première chose. Sur le niveau des profils que tu vas chercher, au début, ben, personne ne te connaît. Personne ne connaissait Spendesk. Et donc, on était obligé d'aller chercher des gens qui étaient prêts à prendre du risque et qui étaient prêts à faire confiance à Spendesk là-dessus. Aujourd'hui, c'est l'inverse. On a des gens qui veulent rejoindre Spendesk. Tu sors de l'ESCP, tu as envie d'aller dans le top des startups en Europe et tu rejoins Spendesk. Donc, on a aussi ce dilemme où aujourd'hui, on a beaucoup plus de gens qui sont intéressés de nous rejoindre qui on est, alors qu'à l'époque, on devait convaincre les gens de nous rejoindre. Sur les profils, je vois pas vraiment la question de est-ce qu'on a recruté du senior, pas du senior. En fait, on a toujours essayé de recruter meilleur que nous et on a toujours essayé de recruter au-dessus. Donc, on a toujours à peu près, si je prends la boîte quand on était 25 ou quand on est 250, il y a des fonctions de support qui ont été créées, mais sinon, ça reprend à peu près le même fonctionnement. Tu vois, aujourd'hui, il y a maintenant où on est dans un deuxième dilemme, où on est 250 collaborateurs, on a levé 70 millions à date, donc on a des enjeux de structuration et de scalabilité pour aller chercher le milliard. Ben, là, on a été recruter des très gros profils, donc des Chief Revenue Officers, on a été recruter des différents team leaders, des country managers. Donc, on a staffé un peu où est-ce qu'il manquait des trous. Mais nous, on a toujours eu cette vision de, un, être très strict sur le recrutement parce que c'est très dur de rentrer chez nous. De deux, on a surtout toujours voulu recruter en interne. C'est-à-dire que dès qu'on a ouvert une nouvelle position, par exemple, account exécutif, donc les personnes qui vont closer, ben on l'a d'abord proposé et testé sur nos SDR, donc nos chasseurs, pour savoir qui allait le faire. Donc, on a toujours essayé de faire grandir les gens à l'intérieur de la société, et on le fera toujours, pour aller sur des postes plutôt que d'aller chercher à l'extérieur. Mais on recrute, je crois qu'on doit avoir 60 postes ouverts et on a dû recruter 70 personnes depuis le début du confinement. Donc, on recrute activement et à tous les postes. D'accord, ok. Merci, Jérémy, c'est très clair. Après, on avait une question de Michael qui disait est-ce que votre pipe de recrutement est inspiré de celui expliqué par Winning by Design? Si ça dit Ouais, quelque donc chose. Winning by Design sont très bons. Hein. C'est un des blogs que je conseille énormément. Nous, on s'est surtout inspiré du process mis par Salesforce. Et donc, Ok. c'est Predictable Revenue, le livre que je vous invite à lire si vous êtes une boîte SaaS et que vous voulez monter une équipe sales. C'est Predictable Revenue. Le livre et nous, on l'offre à tous les nouveaux membres chez nous. Et Winning by Design, c'est vachement inspiré. C'est un peu plus récent, Winning by Design, mais c'est Predictable Revenue, du coup, de Aaron Ross de mémoire. Ok, très bien, merci. Après, on avait une question d'Aurélien qui disait tu parles d'ingénieurs qui sont du coup liés au business. Du coup, jusqu'à quel point ils sont devenus force de proposition chez Spendesk? Honnêtement, ils sont capables aujourd'hui de te prendre un tableau blanc et de te dessiner le sales cycle, de te dessiner tout le funnel, de Ok. savoir exactement par où ils passent les étapes. Non, ils ont vraiment une vision 360 parce que c'est eux qui ont branché tous les tuyaux. Donc, ils savent exactement les étapes par lesquelles tu passes. Donc, ça serait challengé. Est-ce qu'ils seraient capables de closer des deals? Ça serait Mm. quelque chose d'intéressant et tu vas me donner des idées. Je pense qu'ils pourraient closer des clients et envoyer des emails assez pertinents et appeler des CFO et être crédibles face à eux. Mais en tout cas, ils ont une vision 360 à la fois de la partie business, mais aussi la force qu'ils ont, c'est qu'ils travaillent aussi des fois sur la code base Spendesk. Donc, ils ont aussi une vision, par exemple, de l'onboarding ou de certaines fonctionnalités. Ok, très clair. Ensuite, on a pas mal de questions, ça enchaîne dans le chat. On a Jérôme qui disait en général, est-ce que chez Spendesk, vous avez un processus pour identifier et exécuter les meilleures idées? Et si oui, qui décide et qui valide en fait? Ouais, donc nous, en fait, on a tout testé. Hein. De toute façon, dans les Mm. 4 dernières années, on a fait des conneries, on a fait des trucs un peu plus intéressants et des choses qui ont marché. Mais globalement, si on reprend, nous, ce qui marche le mieux aujourd'hui, après tous les tests, c'est en fait, on se met des objectifs au mois, donc qui sont basés sur les fameux KPI. Donc, on se base sur Ouais. ces objectifs-là. Et après, derrière, c'est plutôt aux membres de l'équipe, donc ceux que vous verrez si vous allez sur Grosse Point Team, qui eux vont proposer des expériences. Là-dessus, on a à la fois un backlog, mais nous, on n'est pas très bon pour. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui font tout sur Airtable, qui ont un modèle de scoring assez avancé. Nous, on fait plutôt, c'est très clair sur le problème qu'on va résoudre. Et derrière, en fait, il y a quelqu'un qui va arriver avec une idée et on va la dégommer, son idée. Et après, une fois que ça passe ce meeting, ce qu'on appelle le spec, c'est Ouais. là-dessus qu'on va. Par contre, sur la partie de comment on choisit quels sont les objectifs,
c'est moi qui vais décider où on va, dans quelle direction et s'assurer qu'on passe les différentes étapes et qu'on avance. Mais derrière, c'est les membres de l'équipe qui ont carte blanche sur la solution et sur la moyen qu'ils veulent atteindre ce problème. D'accord, ouais. Donc toi, tu donnes les directives et eux, ils essayent de proposer des idées, des solutions pour atteindre ces objectifs. Mais c'est une autre manière. Je pense qu'il y a d'autres équipes qui sont très bien de tout mettre dans un backlog Airtable très bien Ouais. organisé et de prioriser avec des scores un peu au doigt levé. Nous, ce qui marche le mieux, c'est se faire confiance et être très strict sur les chiffres. On sait quand on a floppé et on sait quand on a réussi. Ok, merci. Après, on avait une autre question qui disait le rôle de l'opérationnel entre le dev sales et le biz dev est essentiel. Du coup, comment tu le choisis? Excuse-moi, je suis en train de lire une question sur le chat, je t'ai raté la tienne. T'inquiète, il n'y a pas de souci. C'est la question, le rôle de l'opérationnel entre les devs et les biz devs est essentiel. En fait, comment tu fais pour choisir ça? En fait, nous, on a été très strict. En fait, c'est là il faut arriver avec des guidelines un peu plus hautes. On s'est dit, un sales, il est payé pour quoi, en fait? C'est une question qu'il faut se poser dans vos boîtes. À quoi vous payez un sales? Un sales, il est payé à créer de la relation aujourd'hui. Comment il crée de la relation? Par email, par téléphone, par visio, par porte-à-porte. Je paye un sales pour qu'il crée de la relation. Tout ce qui ne rentre pas dans ce scope-là, c'est fait par d'autres personnes. Et après, je me démerde pour que ça soit fait par des équipes Ops. On a une équipe Ops très compétente chez Spendesk, par soit fait par l'équipe Growth, par l'équipe Data, par des freelances, peu importe, mais on paye le sales pour qu'il crée de la relation. Donc, du coup, en se posant cette question, vous arrivez très vite à découper ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas. Ce que fait le sales ou ce qu'il ne fait pas. D'accord, ok, très bien. Après, on avait une question de Nora, parce qu'en fait, tout à l'heure, tu as mentionné le cold calling chez Spendesk Ouais, et des startups timides. Elle ouais. dit, est-ce que tu peux un peu plus nous en parler si tu arrives à faire rapidement, parce qu'on a encore en plus des questions, je ne sais pas si c'est possible. Non, mais rapidement, globalement, nous, c'est une étude qui est sortie par Revenu Collectif, donc qui est, on va dire, un lobby ou un groupement de tous les plus gros head of sales des startups SaaS. Aujourd'hui, les boîtes qui font leur objectif sont les boîtes qui font majoritairement du call call. Nous, chez Spendesk, tous les BDR qui reach leur target, donc qui vont faire leurs objectifs, sont ceux qui appellent le plus. Et aujourd'hui, toutes les boîtes qui n'arrivent pas à générer des opportunités sont toutes les boîtes qui n'utilisent pas le call call comme channel. Pourquoi c'est important le call call? Un, c'est le premier où vous avez un feedback en live. C'est-à-dire que moi, si je vous envoie un mail, que je vous pitch quelque chose, vous ne savez pas si ça marche ou si ça ne marche pas. Par contre, quand je vous appelle et au téléphone, vous allez me dire que vous n'êtes pas intéressé et vous allez m'expliquer pourquoi vous n'êtes pas intéressé. Donc, c'est ça qui est hyper intéressant aujourd'hui avec le call call parce que vous allez avoir un feedback en live. Le deuxième, c'est qu'en fait, d'envoyer un email, d'appeler, chaque fois que vous allez rajouter en fait un point de contact avec la personne, vous allez avoir plus de résultats. Donc, en fait, multipliez-les. Multipliez-les. L'email, c'est bien. Au maximum, vous ferez 10%. Le call, c'est bien. Au maximum, vous ferez 10%. LinkedIn, c'est bien. Au maximum, vous ferez 10%. Et en fait, de les additionner, c'est là où vous allez avoir 30 à 40% d'engagement sur les comptes que vous allez chasser. Ok, merci. Donc, ouais, utiliser call call pour avoir justement des feedbacks, savoir pourquoi le client ne veut pas et pour augmenter le nombre de points de contact. Euh, Après, on avait une autre question de Robin qui disait, avez-vous des conflits internes où l'équipe marketing et l'équipe growth ne sont pas d'accord sur des sujets précis? Robin, il est frustré avec sa CMO, hein, mais on pourra en parler, Robin, si tu veux. Mais si on revient, je pense qu'il y a toujours des conflits. Hein. On est passé de 4 à 25 à 250. Il y a toujours des conflits. Après, c'est l'intelligence à résoudre ces conflits, à vouloir les résoudre. Il y a toujours des challenges avec l'équipe marketing, avec l'équipe Ops, avec l'équipe Data, avec l'équipe Product. Il y a permanence des conflits. Après, le mot est un peu violent Ouais, on va dire, sur des désaccords, je dirais plutôt, ouais, ou des visions différentes de le sujet. Une fois qu'on sait que la première question, c'est est-ce qu'ils sont compétents, les personnes. Tu vois, moi, c'est le premier truc. Il y a une première CMO qui était chez Spendesk, elle a quitté la société au bout de 12 mois. J'arrivais pas à répondre à cette question la concernant. Par contre, une fois qu'on sait que la personne est compétente, ben derrière, on respecte en fait. Nous, on est une équipe qui est brillante en marketing, donc s'ils sont pas d'accord avec moi, je sais qu'ils sont compétents. Donc en fait, c'est à mon tour de les convaincre ou de pas les convaincre. d'accord. Ouais. Donc la première question, c'est est-ce que les autres équipes sont compétentes et je vous laisse juger. Et derrière, en fait, c'est de se dire, ben voilà, maintenant après, entre deux personnes compétentes, il faut discuter, il faut se dire les choses, il faut faire le feedback et savoir que des fois on a raison et des fois on a tort. Essayer d'avoir le plus raison que tort. Ok, très clair. Après, on a une question intéressante de Charlie là qui dit, si tu rejoignais une toute nouvelle entreprise ou si tu lançais la tienne par exemple, quelles seraient tes premières actions de croissance que tu mettrais en place? Je pense que c'est tout ce qui est referral, c'est-à-dire que chaque fois que je récupère un client, j'essaye que lui m'en ramène un ou deux, en fait, et je me focus là-dessus. Avant d'aller Ok, taper des gens qui me connaissent pas, je tape tous les gens qui me connaissent, en fait. Donc, je repasse sur toutes mes relations LinkedIn, je leur demande une intro dans tous les gars. Je pars vraiment du début, en fait, et de créer vraiment cet effet de bouche à oreille que chaque fois qu'il y a un mec qui rentre, il m'en ramène deux, trois.
Parce que du coup, si aujourd'hui j'ai 3000 clients chez Spendesk, on en aurait 9000. Tu vois l'idée. Donc ça, c'est le premier truc que je fais. Et très vite, j'investis dans le SEO, qui est aujourd'hui savoir ce que les gens cherchent en fait pour ma solution, pour être sûr que j'apparais sur le sujet. Ok, très clair. Ben, écoute, merci beaucoup, Jérémy. Attends, on a peut-être une dernière question. Ok, on a une dernière question de Sony qui nous demande comment avez-vous réussi à faire parler le même langage entre les sales et les devs? Je ne suis pas sûr qu'ils parlent le même langage encore aujourd'hui, mais ils arrivent à communiquer et ils se comprennent. Non, c'est plein de choses. En fait, vous serez étonné du nombre de sales qui ont envie de créer une landing page ou qui ont envie de faire leur CV en HTML, CSS. Donc, en fait, d'organiser des trainings développeurs, c'est assez intéressant. Vous serez impressionné du nombre de développeurs qui ont envie de voir du call call ou qui ont envie d'écouter des call call. Donc, en fait, c'est juste partager ce que vous aimez, vos passions, et les gens arriveront et à se mettre d'accord. Ok, merci. Et encore une dernière question qui vient d'arriver de Arthur. Est-ce que tu as des tips pour améliorer l'impact du cold calling? Bon, l'impact, c'est un bien grand mot. Il y a plusieurs ratios. Il y a des choses que tu contrôles. Par exemple, la qualité de tes sales. Être sûr qu'ils ne soient pas timides, être sûr qu'ils soient formés aux objections, être sûr qu'ils soient très bons pour capturer l'attention de la personne. Et il y a d'autres aspects que tu contrôles moins. Est-ce que le standard est un bon moyen d'appeler? Parce que tu vas avoir plus de gens qui te répondent, mais du coup, il va falloir passer le gatekeeper. Est-ce qu'appeler les gens sur leur WhatsApp ou appeler les gens sur leur 06 correspond mieux? Donc ça, c'est plutôt la connectivité. Donc ça, tu peux le tester en fonction des différents channels, de passer par le standard, de passer par le numéro direct, de passer par le WhatsApp, de voir les taux de réponse. Et enfin, il y a les horaires. Il y a des moments où ils répondent plus que d'autres et donc il faut tester. Donc il y a à la fois training en interne et après itérer pour savoir ce qui marche le mieux. Et ne lisez pas les articles sur Internet que le jeudi 11h, c'est le meilleur moyen d'appeler un CFO. Il faut tester. D'accord. Bah, écoute, merci pour toutes tes réponses à ces nombreuses questions, Jérémy. Je ne sais pas si tu as encore des choses que tu voulais voir, Mathieu. Non, s'il n'y a plus de questions, je pense que c'était déjà super. Ouais. Merci beaucoup, Jérémy, d'être revenu avec nous sur les clés de la réussite Spendesk, votre stratégie impliquant les leviers, l'équipe, les différents outils et aussi tes expériences concrètes. C'était hyper parlant. Et merci à tous d'avoir posé des questions hyper intéressantes. Sur la fin, si vous voulez ouvrir le capot et aller plus loin sur comment faire du growth de manière, comme un tueur ou comme une tueuse, Jérémy, il a préparé avec son équipe différents modules de la formation Iconoclast Academy qui sort jeudi. Et si vous voulez en savoir plus sur Jérémy et sa team, c'est growth.team, je crois. Ouais, et cette dernière chose, si vous voulez m'ajouter sur LinkedIn, mettez un texte, un live Iconoclast ou quelque chose, ou posez une question, c'est encore mieux. Ça ouvrira la discussion et on pourra échanger. M'avoir en connexion sur LinkedIn, c'est pas très utile. Discuter ensemble, ça nous aidera tous les deux. Je vais faire un replay du live que je vais vous envoyer par email et il y aura le lien vers le LinkedIn de Jérémy dans l'email. Voilà. Merci à tous. Merci Jérémy. Merci beaucoup. À très vite. Bonne journée. Salut.